Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce conseil d'arrondissement virtuel en web diffusion de l'arrondissement de Ville-Marie du 14 décembre 2021. En fait, c'est notre dernier conseil d'arrondissement pour l'année 2021 et je suis très heureuse d'être accompagnée de mes collègues élus au conseil d'arrondissement. Tout d'abord, Mme Sophie Mauserol, qui est conseillère de ville dans le district de Sainte-Marie, M. Robert Baudry, conseiller de ville dans le district de Saint-Jacques, ainsi que M. Serge Sasseville, conseiller de ville dans le district de Peter McGill. Nous sommes également appuyés dans nos travaux par nos collègues Vicky Gondin ainsi qu'Alia Hassan Cournol à titre de conseillère désignée. Je tiens à saluer le directeur de l'arrondissement, M. Labelle. Et M. Labelle, je vous laisse présenter votre équipe. Bonsoir, Mme la mairesse, conseillère, conseiller. Je suis accompagné de M. Jean-Luc Larchevêque, directeur des services administratifs, de M. Alain Dufresne, directeur des travaux publics, Mme Maryse Bouchard, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, Mme Stéphanie Turcotte, directrice de l'aménagement urbain et de la mobilité, Maître Catherine Rovan, secrétaire d'arrondissement, et Mme Sandy Pina, secrétaire recherchiste. Merci beaucoup, M. Labelle. Alors, quelques mots en rafale sur l'arrondissement avant d'entrer dans l'ordre du jour. Eh bien, écoutez, le temps des fêtes est à nos portes. Noël est après-demain, ou presque. Alors, bien sûr, j'invite tous les citoyens et citoyennes à profiter de tout ce que l'arrondissement a à offrir, entre autres en matière de magasinage pour les cadeaux du temps des fêtes. Évidemment, vous avez pu voir, remarquer, puis c'est pas fait aller voir, mais je pense à la rue Sainte-Catherine, au marché de Noël, dans le quartier des spectacles. Toutes les plusieurs rues sont illuminées, sont animées et c'est une très belle occasion non seulement d'encourager nos commerçants locaux, mais en plus de contribuer à la relance économique du centre-ville. Je tiens également à mentionner que, comme toujours, l'arrondissement a une programmation pour l'hiver qui est très, très diversifiée, très, très bien garnie. Alors, dans toutes les, je vous invite à aller soit sur la page Facebook de l'arrondissement ou encore, il y a l'info, pas la brochure, voyons, comment on appelle ça? J'essaie de voir qui, notre conseillère en communication. L'infolette, bon, je l'avais, je te poche. L'infolette qui est distribuée à tous les résidents. Puis si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Mais sachez que, forte de notre expérience de l'année dernière, en pleine COVID, l'arrondissement de Ville-Marie s'est démené pour en offrir encore plus, pour permettre aux petits et aux grands de bouger de façon sécuritaire et nous reproduisons l'expérience cette année encore. J'aimerais vous mentionner que dans le même sens que d'encourager nos artères locales, l'arrondissement de Ville-Marie a décidé ce soir de déjà remplir un de ses premiers engagements de période dont on avait parlé pendant la période électorale, et c'est vraiment de soutenir le développement économique et commercial de nos artères locales en continuant d'innover, que ce soit à travers des initiatives. On veut réduire le nombre de locaux vacants. On va également travailler à recruter des nouveaux commerces ou encore de faire de l'occupation transitoire, quelque chose qui est très apprécié par la population et qui nous permet justement d'animer certaines artères commerciales qui sont un peu moins joyeuses. Ça anime, plus on occupe l'espace, plus on occupe nos artères commerciales avec de l'animation et des espaces transitoires, bien, ça contribue également à les remplir. Ça donne le goût à des commerçantes de venir s'y installer. Alors, ce soir, c'est un engagement, c'est 1 million de dollars qui va être inscrit dans les projets déjà existants, bien sûr, mais que nous souhaitons injecter pour aider notre centre-ville qui, bien qu'il sentir somme toute assez bien, on n'est pas sorti de la pandémie comme les nouvelles nous l'ont bien indiqué aujourd'hui. On entrevoit un certain ralentissement du retour dans les tours à bureau, étant donné les nouvelles consignes sanitaires, mais j'encourage vraiment tout le monde à venir profiter du centre-ville et encourager nos commerçants pendant cette période. Toujours un peu dans cet esprit de relance et comment on s'occupe bien de notre centre-ville, toute la question de la propreté est très, très importante et ce soir, nous allons voter justement un contrat pour l'acquisition de 1000 nouvelles poubelles, grandes corbeilles, qui vont nous permettre, qui vont être déployés sur l'ensemble du territoire, donc pas juste le centre-ville, mais bien sûr sur l'ensemble du territoire.
C'est important pour nous. On l'avait mentionné également au cours de la campagne électorale et c'est quelque chose qui revient souvent. Les citoyens nous le demandent et on est à l'écoute et on veut vraiment s'assurer que ce soit propre. Finalement, ce soir, 2 projets immobiliers qui attirent notre attention. Le premier qui s'appelle Îlot Sainte-Catherine, le projet Îlot Sainte-Catherine. Et je sais qu'il y a des questions des citoyens et citoyennes à cet effet. Alors, bien sûr, on va vous entendre sur ce sujet, mais je tiens quand même à vous dire que on entend, et puis c'est toujours préoccupant quand il y a des projets qui vont être mis de l'avant, même si toutes les règles ont été respectées, vraiment, le processus à la lettre, l'OCPM. Et je tiens quand même à dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'au fur et à mesure que les considérations, ou enfin ce qui est ressorti de l'OCPM, ces recommandations-là, non seulement ont été appliquées, mais nous avons toujours été en contact avec la population. Ceci étant dit, il y a une période de questions des citoyens. C'est justement, je suis très contente que vous soyez nombreux à nous poser des questions parce que, clairement, votre milieu de vie vous interpelle et c'est tout à fait normal. Le deuxième projet dont je vais vous parler, c'est le projet du Havre-Frontenac. Donc, le premier était dans le district de Peter McGill, le second dans le district de Sainte-Marie. Et ça, c'est le projet du Havre-Frontenac. On en a parlé au dernier conseil. C'est une deuxième lecture ce soir, une excellente nouvelle. Un projet très, très attendu qui va venir densifier nécessairement parce qu'on est à côté du métro Frontenac. C'est une des particularités de l'arrondissement de Ville-Marie, c'est d'avoir autant de stations de métro et on a tout intérêt à encourager la densification intelligente, évidemment, autour de ces stations. Dans ce cas-ci, on parle d'une 60aine d'unités de logement social, des espaces communautaires intérieurs et extérieurs, une place civique, et on va pouvoir, il va y avoir des espaces également pour faire de l'agriculture urbaine et de l'agriculture également sur les toits et les balcons. Donc, on est vraiment dans un beau projet attendu depuis longtemps. Alors, je remercie nos partenaires, la CHDM ainsi que la STM, et on va continuer de faire progresser ce dossier-là, comme je disais, qui est très attendu. Alors, sur ce, écoutez, entrons dans l'ordre du jour. Et ça m'amène au point 10.1.01 qui est l'ouverture de la séance. Et à ce moment-ci, je vais céder la parole à Maître Rovane qui va nous guider dans les deux prochains points. Merci, Madame la mairesse. Alors, le point 10.02, ce sont les demandes de dérogation mineure, la période d'intervention du public. Donc, je vais mentionner les 3 adresses visées, 1035 à 1065 Côte du Beaver Hall, qui correspond au point 40.14, 1296 rue Partenay, lot 6427 576, c'est l'esplanade quartier lot 3B, qui correspond au point 40.17 de l'ordre du jour, et le 1150 boulevard René-Lévesque-Est, soit l'Auguste et Louis, phase 2, qui correspond au point 40.16 de l'ordre du jour. Donc, pour ces 3 demandes de dérogation mineure, aucun commentaire n'a été reçu pendant la période de consultation écrite de 15 jours, qui s'est tenue chacun de ces 3 dossiers du 22 novembre au 6 décembre 2021 inclusivement. Pour le point 10.03, les demandes d'autorisation d'exercer un usage conditionnel, période d'intervention du public, donc 2 adresses concernées, 1296 rue Partenay, le lot 6 427 576, soit l'esplanade quartier phase 3B, qui correspond au point 40.18 de l'ordre du jour, et le 1296 rue Partenay, lot 6 427 577, soit l'esplanade quartier bâtiment social, qui correspond au point 40.15 de l'ordre du jour. Donc, ces 2 demandes d'autorisation, aucun commentaire n'a été reçu durant la période de consultation écrite de 15 jours, du 22 novembre au 6 décembre 2021 inclusivement. Merci. Merci beaucoup, Maître Rovane. Ça nous amène au point 10.04, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Et nous allons ajouter le point suivant, au 20.32, accorder un contrat d'une somme maximale de 195 128 000 taxes incluses à Cinerglass Canada Inc. pour l'installation, la location et le maintien de la patinoire réfrigérée du Square Cabot
du 15 janvier 2022 au 8 mars 2022, avec une option de prolongation de 2 semaines aux mêmes conditions et autoriser une dépense maximale de 195 000 et 128 000 $. Alors, nous approuvons ce point-là est maintenant ajouté et comme proposeur, j'ai M. Robert Baudry et comme appuyeur, M. Serge Chasville. Au point 10.05, Maître Rouvan, je vais vous laisser nous guider à nouveau dans la période de questions des citoyens et citoyennes. Je tiens à dire que nous envisageons bien sûr différents modèles pour l'année 2022 qui, nous souhaitons, sera un retour en présentiel. Ceci étant dit, à la lumière des informations de ce soir de la santé publique, on voit que notre volonté est là, mais bien sûr, nous allons toujours mettre la santé publique, la sécurité de la population comme première condition. Alors, ce soir, bien sûr, nous sommes en visioconférence qui n'a pas empêché les résidents et les résidentes de pouvoir répondre à un formulaire en ligne pour pouvoir poser leurs questions. Et je tiens à dire que, comme toujours, plusieurs citoyens et citoyennes de Ville-Marie, parce que c'est vraiment priorité aux citoyens de notre arrondissement. Alors, plusieurs d'entre eux ont répondu à l'appel et ont les questions. Alors, Maître Rouvan, je vous laisse nous guider. C'est noté. Parfait. Donc, réunion pour étude et adoption des articles 10.07 à 10.10, proposés par M. Baudry, appuyé par M. Chasville. 10.07, adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 23 novembre 2021. 10.08, prendre acte du dépôt des procès-verbaux de correction signés par la secrétaire d'arrondissement relatifs à la résolution CA 21-24-0225 et au règlement CA 24-282.128. 10.09, adopter le procès-verbal de la séance du Conseil d'arrondissement du 23 novembre 2021. 10.10, prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 2 décembre 2021. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Le prochain point est un point seul, proposé par M. Baudry, appuyé par M. Chasville. 12.01, approuver le programme de soutien financier au développement économique et commercial 2022-2024 et approuver les grilles d'évaluation des demandes de soutien financier économique. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Et réunion pour étude et adoption des articles 15.01 à 15.05, proposés par M. Baudry, appuyé par M. Chasville. 15.01, déclaration des membres du Conseil d'arrondissement de Ville-Marie élus le 7 novembre 2021 ou désignés, à l'effet qu'ils ou elles sont adéquatement protégés contre la COVID-19 afin d'assumer leurs fonctions. 15.02, appuyer le projet du Collège de Montréal pour la construction d'un nouveau gymnase double avec rangement et vestiaire, afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur, et s'engager à conclure une entente de service avec le collège pour l'utilisation des installations sportives et récréatives, afin que ces dernières soient accessibles aux résidents de Ville-Marie. 15.03, appuyer le projet du Collège La Salle pour la modernisation et l'agrandissement des gymnases, afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur, et s'engager à conclure une entente de service avec le collège pour l'utilisation des installations sportives et récréatives afin que ces dernières soient accessibles aux résidents de Ville-Marie. 15.04, appuyer le projet de l'Université McGill pour le maintien d'actifs à l'Arena McConnell afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur, et s'engager à conclure une entente de service avec l'université pour l'utilisation des installations sportives et récréatives afin que ces dernières soient accessibles aux résidents de Ville-Marie. 15.05, appuyer le projet de l'Université du Québec à Montréal pour la mise à niveau
et l'agrandissement du centre sportif afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur et s'engager à conclure une entente de service avec le collège pour l'utilisation des installations sportives et récréatives afin que ces dernières soient accessibles aux résidents de Ville-Marie. Les commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 20.01 à 20.10, proposés par M. Baudry, appuyé par M. Sasseville. 20.01, approuver la convention modifiée avec la Corporation de développement communautaire Centre-Sud et Sentiers urbains pour la gestion et l'utilisation de la serre communautaire Émilie-Dewitt. 20.02, approuver la convention modifiée avec le Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide pour en prolonger la durée jusqu'au 31 décembre 2023. 20.03, modifier la résolution CA 2024-0286 afin de réduire de 16 000 $ la contribution totalisant 249 350 $ octroyée à la SDC du village pour services non rendus dans le cadre du programme de soutien financier au développement économique commercial 2019-2020, minorant ainsi la contribution totale à 233 350 $. 20.04, modifier la résolution CA 21-24-0226 afin de réduire de 3 235 $ la contribution totalisant 35 000 $ octroyée à l'Association des commerçants et restaurateurs de la rue Pile pour services non rendus dans le cadre du programme de soutien financier au développement économique commercial 2019-2020, minorant ainsi la contribution totale à 31 765 $. 20.05, approuver la convention et accorder un contrat de service de 187 830 $ taxes incluses, le cas échéant, à l'Association sportive et communautaire Centre-Sud pour la gestion de l'écoquartier de Saint-Jacques et la mise en œuvre du plan d'action 2022. 20.06, approuver la convention et accorder un contrat de service de 246 349 $ taxes incluses, le cas échéant, à la Société éco-citoyenne de Montréal pour la gestion de l'écoquartier de Sainte-Marie et la mise en œuvre du plan d'action 2022. 20.07, réduire de 21 838 $ et 18 sous la contribution totalisant 103 203 $ octroyée à la Corporation de développement communautaire Centre-Sud pour services non rendus dans le cadre de la revitalisation urbaine intégrée et de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale, Alliance pour la solidarité, Bill MTESS 2018-2023, minorant ainsi la contribution totale à 81 364 $ et 82 sous. 20.08, approuver la convention et accorder un contrat de service de 21 155 $ et 40, taxes incluses, le cas échéant, à la Société éco-citoyenne de Montréal pour la gestion du programme de subvention des produits d'hygiène éco-responsables de l'arrondissement de Ville-Marie. 20.09, approuver la convention se terminant le 31 décembre 2022 avec Oxygène dans le cadre du programme Jeunesse et accorder une contribution totale de 15 606 $. 20.10, approuver la convention se terminant le 31 décembre 2022 avec le Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie dans le cadre du programme Activités physiques et de loisirs et accorder une contribution totale de 34 645 $ et 32 sous. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 20.10 à 20.20, proposés par M. Baudry, appuyé par M. Sasseville. 20.11, excusez-moi, c'est réunion des articles 20.11 à 20.20, proposé par M. Baudry, appuyé par M. Sasseville. 20.11, approuver la convention se terminant le 31 décembre 2022 avec la Corporation du Centre Jean-Claude Malépard dans le cadre des programmes activités physiques et de loisirs et clubs sportifs et accorder une contribution totale de 161 027 $ et 91 sous. 20.12, approuver la convention avec les YMCA du Québec se terminant le 31 décembre 2022 dans le cadre du programme activités physiques et de loisirs et du programme jeunesse et accorder une contribution totale de 46 925 $. 20.13,
Autoriser une dépense additionnelle de 25 927,94 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de reconstruction de trottoirs sur les rues King, Wellington et Sœur-Grise dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du contrat accordé à l'épavage CK Inc., CA 21-24-0058, majorant ainsi le montant total du contrat de 845 482,82 $ à 871 410,76 $, taxes incluses. 20.14. Approuver la convention et accorder un contrat de service de 186 417 $, taxes incluses le cas échéant, à la Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal pour la gestion de l'écoquartier de Peter McGill et la mise en œuvre du plan d'action 2022. 20.15. Approuver la convention avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour les années 2021 à 2024 en cas de sinistre sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie et accorder à même le budget de fonctionnement une contribution de 7 133,60 $ pour l'année 2021-2022 et s'engager à verser une contribution de 7 133,60 $ ajustée aux besoins selon la population recensée pour chacune des années 2022-2023 et 2023-2024. 20.16. Approuver la convention avec l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud se terminant le 31 décembre 2022 dans le cadre des programmes activités physiques et de loisirs, jeunesse et clubs sportifs, ainsi que pour le soutien à la mission pour les volets accueil, surveillance et entretien et gestion et opération de la piscine et accorder une contribution totale de 843 158,89 $. 20.17. Approuver les conventions se terminant le 15 mars 2022 avec 2 sociétés de développement commercial pour la réalisation de 2 projets pilotes de terrasses hivernales dans le cadre du programme temporaire à la relance commerciale COVID-19 de l'arrondissement de Ville-Marie et accorder une contribution totale de 25 500 $. 20.18. Modifier la résolution CA 21-24-0171 et approuver la convention modifiée avec Mural afin de permettre la réalisation de projets de Mural PAM volet 1 durant l'année 2022, selon les mêmes conditions que prévues en 2021. 20.19. Approuver la convention se terminant le 31 décembre 2022 avec l'association Les Chemins du Soleil dans le cadre des programmes Activités physiques et de loisirs ainsi que Jeunesse, et accorder une contribution totale de 126 599,75 $. 20.20. Approuver la convention de service et accorder un contrat de gré à gré à Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie pour un montant de 69 886 $, taxes incluses le cas échéant, pour l'entretien, l'accueil et la surveillance du centre. Les commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 20.21 à 20.30, proposés par M. Baudry, appuyé par M. Sasseville. 20.21. Approuver la convention se terminant le 31 décembre 2022 avec la Maison des Jeunes Kinkabuzz Inc. dans le cadre du programme Jeunesse et accorder une contribution totale de 18 207 $. 20.22. Approuver le renouvellement automatique de la convention avec le Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal pour la location de ses plateaux sportifs pour une durée de 3 ans, aux mêmes termes et conditions, et autoriser une dépense maximale de 605 353,72 $. 20.23. Approuver la convention de services professionnels et accorder un contrat de gré à gré à AFICA 92 91 87 13 Québec Inc. au montant de 119 516,51 $, taxes incluses, pour les services d'utilisation et de développement d'un programme informatique pour la division de l'inspection et de l'entretien de la direction des travaux publics de l'arrondissement de Ville-Marie. 20.24. Approuver la convention se terminant le 31 décembre 2022 avec le Centre récréatif Poupard dans le cadre du programme Activités physiques et de loisirs et accorder une contribution totale de 82 620 $. 20.25. Approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue de la JTI McDonald Corp à coût nul pour une période se terminant le 15 mai 2022, 8 places de stationnement situées sur la rue d'Iberville entre les rues de Rouen et Ontario, connues et désignées comme étant une partie du lot
1 425 146 du cadastre du Québec dans l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser la secrétaire d'arrondissement à signer le bail. 20.26. Approuver la convention modifiée avec l'organisme Direction chrétienne Centre Innovation Jeune dans le cadre du budget 2021 du service de la diversité et l'inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables afin de modifier la durée jusqu'au 31 décembre 2022 et maintenir la contribution prévue de 17 989 $. 20.27. Approuver la convention se terminant le 31 décembre 2022 avec Go Jeunesse dans le cadre du programme Activités physiques et de loisirs et accorder une contribution totale de 124 979 $. 20.28. Approuver la convention avec Sentier urbain pour la réalisation des projets prévus au plan d'action Circuit Jardin 2022-2024 et accorder une contribution de 155 000 $ pour 2022, de 159 650 $ pour 2023 et de 164 439 $ pour 2024 pour une contribution totale de 479 089 $. 20.29. Approuver la convention de service et accorder un contrat de gré à gré à Sentier urbain d'un montant maximal de 215 282 $ pour la réalisation des projets prévus au plan d'action déposé pour Potager du voyageur 2022-2024 et autoriser une dépense totale de 215 282 $, soit 69 650 $ pour 2022, 71 740 $ pour 2023 et 73 892 $ pour 2024. 20.30. Autoriser une affectation de surplus d'1 139 114 $ et 38 sous. Accorder un contrat d'1 247 478 $ et 75 sous, taxes incluses, à Rocher Menuiserie Inc. pour l'acquisition de 1000 paniers de rue pour l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense de 1 247 478 $ et 75 sous, taxes incluses. Appel d'offres 21 18 894, un soumissionnaire. Les commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 20.31 et 20.32 proposés par M. Baudry, appuyés par M. Sasseville. 20.31. Accorder à même le budget de fonctionnement des contributions à divers organismes pour un montant total de 14 500 $. 20.32, c'est le dossier ajouté en début de séance. Accorder un contrat d'une somme maximale de 195 128 $ et 67 sous, taxes incluses, à Synerglass Canada Inc. pour l'installation, la location et le maintien de la patinoire réfrigérée du Square Cabot du 15 janvier 2022 au 8 mars 2022 avec une option de prolongation de 2 semaines aux mêmes conditions et autoriser une dépense maximale de 195 128 $ et 67 sous. Les commentaires? Oui, rapidement, Maître Owen, sur le 20.32, la patinoire au Square Cabot. Alors, c'était une demande des citoyens, citoyennes et des familles qui vivent autour du Square de revoir cette patinoire pour une nouvelle année. Donc, on est content de s'assurer qu'elle va rouvrir, que les petites familles du quartier vont pouvoir glisser tout au long de l'hiver. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Peter McGill et pour les familles et amateurs, amatrices de glisse autour du Square Cabot. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, cette proposition est adoptée. Alors, réunion pour étude et adoption des articles 30.01 à 30.06, proposé par M. Baudry, appuyé par M. Sasseville. 30.01, autoriser un ajustement à la baisse de 700 000 $ au surplus de gestion 2021 de l'arrondissement de Ville-Marie afin de permettre la gratuité du stationnement au centre-ville du 3 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclusivement, afin de soutenir ainsi sa relance économique. 30.02, prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires, système GDD et Simon, pour la période du 1er au 30 novembre 2021. 30.03, accepter l'offre du service de la culture et du service de la gestion et de la planification immobilière et autoriser,
En vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, le Conseil municipal à prendre en charge l'octroi de contrats des démarches de conception et les travaux de construction, l'acquisition d'équipements divers et toute autre activité requise pour la mise en service et pour l'aménagement du centre SANAC. 30.04. Autoriser un virement de 1 200 000 $ des surplus libres vers la réserve dédiée à la santé et sécurité au travail et affecter la réserve dédiée à la santé et sécurité au travail à raison de 600 000 $ par année pour les années 2022 et 2023 pour le financement de la rémunération des employés en assignation temporaire, des formations et des actions de communication en matière de santé et de sécurité au travail. 30.05. Autoriser préalablement, jusqu'à concurrence de 16 837 300 $, les dépenses relatives aux services d'utilité publique, aux services internes et à la fourniture de biens et services sur entente cadre de la Ville pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 30.06. Autoriser une affectation de surplus d'1 million de $ pour l'année 2022 afin de soutenir les projets soumis dans le cadre du volet 2, axe 4 et du volet 3 du programme de soutien au développement économique et commercial 2022-2024. Les commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Pour la prochaine réunion de points, M. Sasseville, vous avez manifesté que vous ne souhaitez peut-être pas appuyer. Est-ce qu'on a peut-être un autre appuyeur? Oui. Madame Moserol, donc proposée par réunion pour étude et adoption des articles 40.01 à 40.10, proposée par M. Baudry et appuyée par Madame Moserol. 40.01. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, une résolution autorisant la démolition des bâtiments situés au 1920, 1922, 1926 et 1934, 1940 rue Sainte-Catherine-Ouest et la construction d'un bâtiment résidentiel de 15 étages, 45 mètres, avec rez-de-chaussée commercial sur le site au 1920 à 1946 rue Sainte-Catherine-Ouest. C'est une adoption. 40.02. Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Montréal-Centre-Ville et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. C'est une adoption. 40.03. Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, quartier historique, et imposant une cotisation pour la période du 1er au 31 décembre 2022. C'est une adoption. 40.04. Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du village et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. C'est une adoption. 40.05. Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du quartier latin et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. C'est une adoption. 40.06. Adopter le règlement sur les tarifs de l'arrondissement de Ville-Marie, exercice financier 2022. C'est une adoption. 40.07. Adopter un règlement imposant à compter du 1er janvier 2022 une taxe à tous les immeubles imposables de l'arrondissement de Ville-Marie afin d'assurer le niveau de service. C'est une adoption. 40.08. Approuver des initiatives culturelles spéciales dans le cadre exceptionnel de la crise de la COVID-19. Autoriser l'occupation du domaine public et édicter les ordonnances du 16 décembre 2021 au 1er avril 2022. 40.09. Autoriser la tenue de programmations diverses sur le domaine public, saison 2021, 8e partie A, et édicter les ordonnances. 40.10. Édicter en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement une ordonnance autorisant le virage à gauche à l'intersection des rues Peel et Notre-Dame-Ouest, approche Est. Des commentaires? Oui. Allez-y, M. Sasseville, oui. Je prendrai la parole après. D'accord. Quand j'ai décidé de me lancer en politique, je l'ai fait bien sûr pour défendre les intérêts des citoyens du district Peter McGill, mais je l'ai fait aussi pour
défendre les dossiers en art, en culture et en patrimoine. Le patrimoine, c'est important pour moi. J'habite moi-même une résidence patrimoniale dans le district Peter McGill. Le district Peter McGill est très, très riche en patrimoine. Un patrimoine qui est au cœur de l'histoire de Montréal, qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Et même moi, dans le cadre de la campagne, j'avais rédigé et fait approuver par mes collègues la mesure suivante, c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle construction dans l'environnement d'un immeuble patrimonial, il faut que son architecture et ses dimensions soient en harmonie avec l'architecture et les dimensions de l'immeuble patrimonial dont il s'agit. Quand le projet de l'îlot Sainte-Catherine est venu à ma connaissance pour la première fois avant la réunion du conseil d'arrondissement du mois de novembre, j'avais regardé quels immeubles étaient démolis et j'avais tenu une réunion avec la direction de l'arrondissement Ville-Marie où on m'avait... moi, j'étais du côté de la rue Sainte-Catherine et je voyais la maison Young et j'avais peur que la maison Young soit démolie. On m'a rassuré en me montrant des maquettes comme quoi la maison Young était bien intégrée dans l'immeuble et on m'avait assuré que c'est un dossier qui avait été fait dans les règles de l'art, qu'il y avait eu une consultation publique, les résidents avaient été consultés. Suite à la réunion du conseil d'arrondissement du 23 novembre, des citoyens, des résidents du village Chagnesy m'ont contacté. Ils m'ont même envoyé le 8 décembre un courriel pour se plaindre de ce projet-là et porter à ma connaissance des éléments du dossier que je ne connaissais pas, entre autres l'impact de ce projet-là sur leur résidence. J'ai refait une autre rencontre avec la direction de l'arrondissement où on m'expliquait tout le processus qui avait été suivi, l'Office public, l'Office de consultation publique de Montréal, le Conseil du patrimoine, le CCU, etc., etc. Et on m'a dit, par ailleurs, il y aurait pu y avoir une demande de référendum. Il n'y a pas eu de demande de référendum. Alors, je suis retourné vers les citoyens en leur disant tout ça. Je dis, écoutez, vous auriez pu vous opposer au projet par référendum en demandant un référendum. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? On m'a dit, on ne savait pas qu'il y avait un référendum. Je reviens à la direction de l'arrondissement. On m'a dit oui. Il y a eu publication d'un avis dans les journaux. On avait dit qu'il y avait une publication dans le Journal de Montréal, dans Montreal Gazette, et que suite à ça, il n'y avait pas eu de demande de référendum. Je redis ça aux citoyens, et là, les citoyens, il y en a de plus en plus qui se plaignent à moi, qui disent que ce projet-là va avoir un impact épouvantable sur leur vie. Je me rends sur place, je constate effectivement que la ruelle est étroite. Je vois les magnifiques maisons victoriennes qui vont être littéralement écrasées par cet immeuble-là. Je reviens à la direction de l'arrondissement. J'ai dit, l'avis a été publié où et à quelle date? On finit par me dire que l'avis a été publié dans le Devoir et que là, maintenant, on ne publie plus dans Montreal Gazette ce qu'on faisait avant. J'étais un petit peu surpris, étant donné que la population du village Chagnesy est majoritairement anglophone. L'arrondissement de Ville-Marie met beaucoup d'avis chez les citoyens. Même, je m'en suis plaint publiquement à quelques reprises. On a des avis pour tout. Pourquoi il n'y aurait pas eu d'avis aux résidents autour de ce projet-là de leur droit de demander un référendum? Surtout que quand on lit le rapport de l'OCPM, on lit en page 2 qu'il y a 15 688 dépliants qui ont été distribués aux résidents pour les informer de l'audience de l'OCPM. Alors, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas pu faire la même chose. Je sais qu'on a suivi les règles strictement en publiant dans le Devoir, mais même si tout s'est fait dans la légalité, il y a un problème de légitimité. C'est pour ça que moi, mon âme et conscience, je considère que les résidents ont été privés de leur droit de demander un référendum pour bloquer ce projet-là et je dois malheureusement voter contre le projet. Merci. Parfait, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'à ce moment-ci, moi, je vais
Comme vous le savez, M. Sasseville, c'est tout à fait pertinent de pouvoir partager vos réflexions. Évidemment, on n'aura pas de discussion ici. Je veux juste rappeler ici, pour moi, un élément sur lequel je dois absolument me prononcer, c'est quand on utilise le mot légitimité. Et pour moi, ça demeure quand on parle d'améliorer des processus ou de revoir des choses absolument. Mais pour moi, je ne peux pas acquiescer à utiliser un mot aussi important que légitimité quand on sait que l'OCPM s'est prononcé sur ces dossiers-là, que le Conseil du patrimoine de Montréal s'est prononcé sur le dossier, a participé, aussi que le Jacques Vigée, le comité Jacques Vigée. Alors, j'entends toutes vos préoccupations et vous êtes absolument dans votre droit, mais moi, à titre de mairesse de Ville-Marie, je tiens à réitérer que le processus a été fait en toute légitimité, qu'il n'y a eu aucune, il n'y a pas rien qui a été escamoté. Pour qu'un projet comme celui-ci se rende jusqu'à l'OCPM, ça montre le sérieux de la démarche. Parce que ce ne sont pas tous les projets qui vont à l'OCPM. Ceci étant dit, les citoyens ont le droit d'être en désaccord. Certains citoyens et voilà, c'est ça la démocratie. Mais je tenais quand même à défendre l'intégrité des services qui ont fait un travail exemplaire et d'organismes indépendants, comme je le répète. Le Conseil du patrimoine, ce n'est pas la Ville de Montréal. Le comité Jacques Vigée, ce n'est pas la Ville de Montréal. Ce ne sont pas des élus. Ce sont des experts indépendants ainsi que l'OCPM. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un point complètement différent et c'est celui du point de 40.09. Une petite minute. Le 40.09. Alors, étant donné que nous avons adopté un papillon, comme on l'appelle, à un point qui a été ajouté à l'ordre du jour, le point 20.32, qui est celui concernant la patinoire au Square Cabot, j'aimerais proposer un amendement pour le 40.09 qui irait comme suit. Donc, 2 éléments. Tout d'abord, que la patinoire du Square Cabot, dans les lieux identifiés pour l'événement ambiance musicale sur patinoire extérieure, soit inscrit. Donc, on inscrive la patinoire du Square Cabot, ainsi que l'événement patinoire réfrigérée organisé par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social qui va se dérouler du 14 décembre au 29 mars 2022 au Square Cabot. Les ordonnances applicables pour cet événement sont celles relatives à l'occupation du domaine public, à la vente d'aliments et des boissons non alcoolisées, ainsi qu'au bruit. Alors, je propose cet amendement. J'aurais besoin d'un ou une appuyeur. Madame Mauserol. Attendez, je vais prendre Madame Hassan Cournol, étant donné que vous êtes prononcée sur le 20.32. Donc, c'est noté, Madame Maître Rovard? C'est bien noté. Parfait. Merci beaucoup. Fait, donc, s'il n'y a pas de commentaires sur l'amendement, la proposition pour le point 40.09 sera adoptée avec amendement. Monsieur Sasseville, je note votre dissidence pour le point 40.01. Donc, réunion pour étude et adoption des articles 40.11 à 40.20 proposés par M. Baudry, toujours appuyé par M. Sasseville pour la reprise des points. Oui, parfait. Merci. Donc, 40.11 est dicté en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement, une ordonnance afin de créer la nouvelle vignette institutionnelle numéro 1004, ainsi que désigner les secteurs S3R correspondants. 40.12 est dicté en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement, une ordonnance autorisant l'implantation d'un feu de circulation et indiquant les manœuvres permises et interdites à l'intersection de la rue Alexandre de Sèvres et du boulevard René-Lévesque Est. 40.13 désigner comme étant une place publique la portion de la rue Victoria entre la rue Sherbrooke et le stationnement situé du côté ouest de la rue Victoria, au nord de l'avenue du président Kennedy, de façon permanente, et dictée en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement, une ordonnance modifiant le sens de la rue Victoria entre l'avenue du président Kennedy et le stationnement situé du côté ouest de la rue Victoria, au nord de l'avenue du président Kennedy, pour y implanter un double sens. 40.14 accorder en vertu du règlement sur les dérogations mineures, une dérogation permettant la construction d'une dépendance dérogatoire aux marges latérales pour le bâtiment situé au 1035
1065 Côte du Beaver Hall. 40.15. Autorisé en vertu de la procédure des usages conditionnels du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie et conformément au paragraphe 8 de l'article 136 de ce règlement, un usage résidentiel situé au rez-de-chaussée pour le bâtiment situé au 1296 rue Partenay, lot 6 427 577, Esplanade Quartier Bâtiment Social. 40.16. Accordé en vertu du règlement sur les dérogations mineures, une dérogation permettant la construction d'un bâtiment qui déroge à la hauteur maximale prescrite pour une partie du bâtiment situé au 1150 boulevard René-Lévesque-Est, Auguste et Louis, phase 2. 40.17. Accordé en vertu du règlement sur les dérogations mineures, une dérogation permettant la construction d'un bâtiment comprenant des saillies projetant à une distance supérieure au maximum prescrit pour le bâtiment situé au 1296 rue Partenay, lot 6 427 576, Esplanade Quartier, lot 3B. 40.18. Autorisé en vertu de la procédure des usages conditionnels, l'usage résidentiel situé au rez-de-chaussée pour le bâtiment situé au 1296 rue Partenay, lot 6 427 576, Esplanade Quartier, phase 3B. 40.19. Adopter une résolution autorisant la construction d'un complexe immobilier mixte sur un emplacement situé au nord de la rue de la Fontaine, entre les rues Frontenac et du Havre, lot 1 424 948 et 1 424 952 du cadastre du Québec, en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, projet du Havre-Frontenac. C'est un deuxième projet de résolution. 40.20. Adopter une résolution autorisant l'affichage et la transformation des édicules situés au 625 et 655 rue Sainte-Catherine-Ouest, en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, promenade Cathédrale. C'est un deuxième projet de résolution. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Et le prochain point, proposé par M. Baudry, appuyé par M. Sasseville, adopter le calendrier et les lieux des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2022. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Madame la mairesse, ça met fin. Merci beaucoup, Maître Rovan. Donc, le 70.02, c'est la levée de la séance. Et permettez-moi, bien sûr, de remercier l'ensemble de mes collègues pour leur travail en 2021. Et bien sûr, quand je dis mes collègues, je parle bien sûr des membres élus, mais également l'ensemble de la fonction publique, tous ceux et celles qui travaillent extrêmement fort pour faire fonctionner l'arrondissement, toutes les différentes équipes. Et rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, nous étions en gestion de pandémie en mode urgence. Alors, je tiens vraiment à vous remercier tous et toutes et toutes les équipes qui nous écoutent en ce moment pour leur travail, leur dévouement et tout ce qu'ils ont, tout ce qui a continué à fonctionner comme sur des roulettes pendant une période trouble. Évidemment, le temps des fêtes, c'est une période pour se reposer, pour profiter du bon temps. Alors, je vous invite tous et toutes à le faire avec vos amis, vos proches, votre famille. Je vais vous inviter également, encore cette année, à être prudent sur les routes, mais également prudent en écoutant bien, en respectant les règles de santé publique. Et je sais que c'est pas toujours facile parce que on en a un peu jusqu'ici, mais voilà, on est rendu tellement loin qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer à appliquer ces règles-là. Alors, bien sûr, ces règles vont tendre à changer, mais dans tous les cas, on va se souhaiter un temps des fêtes, un joyeux Noël en toute sécurité et pour revenir en santé dès l'année prochaine. Et permettez-moi aussi de remercier, de saluer Maître Rovan, Catherine qui nous quitte pour... on dit un congé de maternité, mais je trouve pas que c'est un bon mot. On va dire l'aventure de la maternité pour les prochains mois. Donc, merci beaucoup, chère Catherine, de nous appuyer comme greffière dans tous nos travaux et on te souhaite
un moment avec le petit ou la petite à venir, et celui qui remplacera Maître Rovan lors du prochain conseil, c'est M. Alzate Posada qui est avec nous, qui écoute consciencieusement le conseil d'arrondissement et qui nous accompagnera dans les prochains travaux. Donc, nous lui souhaitons bienvenue dans l'équipe. Et sur ce, merci tout le monde et encore une fois, joyeux Noël, joyeux temps des fêtes. Merci. Merci, Madame la mairesse. Alors, juste quelques petits rappels. Donc, les questions interactives vont être entendues en premier et chaque personne présente comme invitée sera appelée à tour de rôle et pourra ouvrir son microphone, poser un maximum de 2 questions. Une période d'1 minute 30 est allouée par question et un minuteur à cette fin va être affiché à l'écran. Si une personne qui souhaitait poser une question en mode interactif n'est pas présente au moment où elle est appelée, sa question telle qu'inscrite au formulaire reçu sera lue. Et donc, une fois les questions en mode interactif écoulées, la lecture des autres questions reçues pourra être faite. Donc, pour la présente séance, nous avons reçu 13 questions via formulaire, soit 6 en mode interactif et 7 pour lecture. Par contre, puisque 6 des 13 questions reçues portaient sur un même sujet, soit l'îlot Sainte-Catherine, 3 d'entre elles ne seront pas entendues par le Conseil ce soir, conformément au règlement de régie interne. Les personnes concernées ont été avisées par courriel aujourd'hui. Donc, finalement, on a 5 questions qui seront entendues en mode interactif et 5 questions qui seront lues. Alors, la première question en mode interactif sera posée par M. Jérémy Bokosa. Alors, je pense que M. Bokosa est absent, donc je vais procéder à la lecture de sa question. Alors, comme suit. Bonjour, que comptez-vous entreprendre pour permettre à vos concitoyens de dormir paisiblement la nuit? La décision unilatérale permettant d'effectuer des travaux et des déneigements 24 heures sur 24 est une décision qui porte préjudice au calme et à la quiété du quartier la nuit. De plus en plus d'actes incivils ont lieu dans mon quartier, m'empêchant soit de dormir ou de jouir d'un quartier propre, paisible et sécuritaire. Merci d'avance pour votre réponse et, si possible, une action concrète. Madame la mairesse, vous permettez? Oui, merci beaucoup, M. Bokosa, pour votre question. Peut-être juste quelques éléments de clarification d'entrée de jeu. Il faut savoir que les travaux sont encadrés par un règlement et c'est très, très rare qu'on permette des travaux 24 heures sur 24. Ça arrive dans de très rares cas et jamais dans des secteurs résidentiels. Pour ce qui est du déneigement, il faut savoir, ceci dit, qu'on a un impératif de déneiger le plus rapidement possible pour permettre aux gens de se déplacer de manière sécuritaire. Donc, il y a ça qui rentre en considération toujours quand on fait des opérations de déneigement, de pouvoir libérer la voie, les trottoirs le plus rapidement possible pour des déplacements sécuritaires. Ceci dit, je comprends vraiment vos préoccupations. La question du bruit en est une qui est complexe et pour laquelle on a certains outils, mais pas nécessairement tous. Et c'est pourquoi on s'est engagé dans le cadre de ce second mandat à travailler cette problématique du bruit qui est complexe, qui est qui relève de plusieurs enjeux et on veut vraiment s'y attarder. Donc, ça me fera plaisir d'échanger avec vous si vous avez des questions spécifiques, que ce soit entre autres la question du déneigement, donc le bip-bip pour annoncer le déneigement. Ça me fera plaisir d'échanger. Pour la question des incivilités aussi, je pense que ça serait intéressant de savoir s'il y a des secteurs plus spécifiques qui vous préoccupent. Donc, je me propose de communiquer avec vous dans les prochaines semaines pour qu'on puisse discuter plus avant. Merci beaucoup. Alors, je demanderai maintenant à Mme Laurence Nadeau de se joindre à nous. Et Mme Nadeau, vous pouvez ouvrir votre microphone et poser votre question. Bonjour tout le monde, bonjour Madame la mairesse, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, est-ce que ma question c'est, est-ce que la Ville est là pour protéger par rapport au point 40.01, la construction d'un immeuble de 15 étages sur Sainte-Catherine-Ouest? Est-ce que la Ville est là pour protéger les citoyens et leur qualité de vie ou pour favoriser les promoteurs immobiliers? Alors, je suis une résidente du village Shaughnessy, j'habite sur la rue Seymour. Ma mère a acheté la maison en 85. J'y vis aujourd'hui avec mes 3 enfants et mon conjoint. On est près de tout. On a décidé de
de profiter de la ville, mais par contre, on est très concerné par ce développement qui va peut-être se faire, construire un immeuble de 15 étages aussi près de nombreuses maisons victoriennes et tout simplement un peu une bombe architecturale au niveau de la laideur, mais aussi au niveau de la qualité de vie pour les citoyens du quartier. C'est en plein milieu de la rue Tupper qui est vraiment au cœur du village Shaughnessy, qui est quand même un lieu historique assez notable dans le quartier. Donc, la rue Tupper va être pratiquement touchée par plusieurs maisons victoriennes qui n'auront plus assez d'ensoleillement carrément dans leur cours avec ce rapprochement d'un immeuble aussi près. C'est déjà une victoire du temps qu'il y a tant de beauté dans le quartier. C'est un joyau au centre de Ville-Marie. Mais de laisser faire la construction d'un tel immeuble va non seulement faire de l'ombrage au sens propre et figuré aux résidents et d'évaluer les maisons, mais aussi tout le secteur, quelque part. Et il y a quand même une peur d'abus. On vit dans des quartiers, un quartier quand même assez sécuritaire, quoique bon, c'est quand même le centre-ville. Mais en même temps, on a peur que ça amène plus d'ombrage, même par rapport à la sécurité à nos enfants, au fait de simplement, si c'est plus aussi bien au niveau de la qualité de vie, on a un problème à long terme. Et qu'est-ce que la ville veut au final? Est-ce qu'on veut toujours des familles au centre-ville? Est-ce que vous voulez toujours de notre présence ou si on a l'impression de se faire encastrer, c'est plus vraiment très agréable d'y vivre? Merci beaucoup, Mme Nadeau, pour votre question. Je me présente, Robert Baudry, conseiller de ville du district de Saint-Jacques, mais également responsable de l'urbanisme. Écoutez, on est très sensible aux enjeux de qualité de vie. C'est vraiment la marque de commerce de notre administration. Puis clairement, on le sait que c'est jamais simple quand il y a un projet de construction un peu plus imposant qui arrive dans un quartier. Ça crée des questions, ça crée des angoisses. Et c'est pour cette raison-là on s'est assuré vraiment que le projet passe par énormément d'étapes avant d'être approuvé. Il n'a pas été approuvé sur un coin de table, ça, je vous en assure. En fait, même, je vous dirais que ça a été le processus le plus diligent que la Ville peut exiger dans un dossier comme celui-là. Il a passé par le comité consultatif d'urbanisme, qui est un conseil là, qui donne son avis avec des experts en architecture, en patrimoine. Il a passé à travers le Conseil du patrimoine et le Conseil Vigée, qui sont deux entités complètement indépendantes qui ont donné leur avis en termes de patrimoine, en termes d'intégration architecturale également. Il a passé par l'OCPM où il y a une vaste consultation. 70 personnes ont déposé un mémoire. Les résidents ont pu faire valoir leurs inquiétudes, des inquiétudes qui ont été intégrées par l'OCPM et qui nous a été transmises. Et on a encouragé et même on a obligé, je dirais, le promoteur dans le projet particulier à intégrer ces préoccupations-là qui touchaient l'ensoleillement, l'intégration architecturale. Et pour vous rappeler l'importance qu'on a pour les lieux patrimoniaux et les lieux à échelle humaine, on a également dans ce même projet-là réduit les hauteurs dans le village Shaughnessy justement pour préserver l'intégrité de ce milieu de vie que vous parlez. Il y avait une possibilité dans le reste du village Shaughnessy de construire jusqu'à 25 mètres. On l'a fait réduire à 16 mètres et dans un très, très large périmètre. Alors, c'est vraiment pour nous la qualité de vie qui prime. Ce dossier-là a été vu sur toutes ses coutures et on s'est assuré que son impact sur les nuisances soit le moins grand possible et même qu'il puisse contribuer à l'animation de la rue Sainte-Catherine. Je vous remercie pour votre question, Mme Nadeau. Est-ce qu'il va y avoir donc un dégagement ou est-ce que l'immeuble va finir à la ruelle d'une façon concrète? Je m'excuse, je ne sais pas s'il y avait des documents que je pouvais consulter et regarder, mais... absolument, on pourrait vous faire parvenir là, toute la documentation là, qui est possible. Il y a aussi de la documentation qui peut être accessible là, si vous n'en avez pas assez par l'accès à l'information. Mais on va s'assurer avec nos services de vous transmettre toute la documentation nécessaire. Sachez que les enjeux de dégagement et de luminosité ont vraiment été traités. Et donc, on a fait les demandes là, aux promoteurs là, pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur la luminosité, sur l'éclairage en fait, du secteur. Parce que j'espère qu'il n'y aura pas de comment dire, il y en a parfois des promoteurs font des choses, puis après ça, ils payent une contravention parce qu'ils ont fait des choses puis qu'ils n'avaient pas le droit. J'espère que ce n'est pas le même cas dans les cas de... Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont les surveiller pour ne pas qu'ils exagèrent? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien beau sur papier, mais des fois, dans les faits, les promoteurs, ils font d'autres choses.
Écoutez, je vais peut-être répondre un complément d'information. Donc, oui, il va y avoir un dégagement. Donc, ce qu'on va faire définitivement, comme dans le comité de bon voisinage, vérifier si vous avez toute l'information. Mais oui, il y a eu des accommodements, on va le dire comme ça, ou en tout cas, le promoteur a accepté de modifier son projet en fonction de certaines demandes. Et sachez que dans Ville-Marie, on a une équipe d'inspecteurs et on vérifie. Et comme vous pouvez vous imaginer, un gros projet comme ça, nécessairement, il n'est pas permis d'occupation du domaine public. Fait que sachez qu'on les suit de proche. C'est plus que changer des fenêtres. Alors, on va veiller au grain, je vous assure. Merci. Merci. Merci, Madame Nadeau. La prochaine question sera posée par Monsieur Robert Ajali. Donc, Monsieur Ajali, je vous invite à ouvrir votre micro et poser votre première question. Okay, good evening, everyone. Can you hear me? Yes. Yeah, good. Okay, thanks. Okay, first of all, good evening to everyone. I have two questions. They're both about the creation of social housing in Peter McGill. My first concern regards the 20-20-20 formula that the administration has adopted. I'm worried that in Western downtown Peter McGill, that this will result mainly in developers paying financial compensation, not actually building social and affordable housing, and that they're going to pass the cost of this compensation on to their consumers. So actually raising the price of housing, whether purchased or rental, which is a bit of a perverse result. The one way to avoid this, if it's possible, is, of course, for the city to offer these developers some land on which they can build social and affordable housing at reasonable prices. And I noticed that the city, that the Projet Montréal promised to spend $800 million, I believe it was, over 10 years to purchase such land. And I know also that they put a right of preemption to buy certain properties in Peter McGill. But my concern here is that when these properties are put up for sale, they're going to be outbid by commercial developers. I think this has already happened. There was a site on de Maisonneuve and de la Montagne, which was one of the sites that the city put preemption on. It was bought up by a developer at 4 times the cost of its evaluation by the city. So what I want to suggest as a possible solution to this, if we're to have any social housing at all, is that the city not wait for people to put up their properties for sale, that they simply determine what properties could be suitable for social and affordable housing and make an offer to the owner of this site rather than have to compete with a commercial developer. And in particular, I have one site in mind. I have no connection with the site. Let me say right away, it's Mr. Ajali, I just if we could just because we're running out of time. You know the rules. I know. So if maybe you want to come up with your question, please. Well, I'm making a request. I'm making a request that you determine suitable sites and make an offer. Don't wait for them to be put on sale. And I suggested one site in particular, which has no commercial use now whatsoever. You might be able to get it cheaper, but you're going to have to make an offer right away because for sure some developer is going to pick it up pretty soon if you don't. It's a site between 1165 and 1205 Mackay. That's my first question. That's my request. Okay. Mr. Ajali, so I will let my colleague answer. And please, just for the respect of everybody who are asking questions, if you could keep it within the 1 minute 30, and you have the timer just with you. So, Monsieur Baudry. Merci, Madame la Mairesse. Mr. Ajali, you don't mind if I answer in French? Oh, go ahead. Thank you. Donc, écoutez, c'est jamais une seule solution parce que le règlement pour une métropole mixte va amener de la construction de logements sociaux par le développement du marché, de la construction de logements abordables. Mais vous avez raison, on ne peut pas juste attendre avec notre droit de préemption pour acquérir des bâtiments. Il faut aussi en acheter directement qui sont soit à vendre ou même faire des offres pour des terrains qui ne sont pas à vendre. Et c'est exactement ce que, depuis que notre administration est en place, la Ville s'est dotée, une stratégie foncière globale où elle va acheter des terrains qu'on appelle de gré à gré. Donc, on fait des propositions aux promoteurs pour acquérir ces terrains-là, pour les acheter, aux propriétaires,
un droit de préemption où on va saisir les opportunités. Des fois, on les saisit, des fois, on ne les prend pas justement parce que ça a été trop cher. Mais je tiens à vous rassurer, on a déjà acheté des terrains. Par exemple, dans le quartier chinois, très dernièrement, en plein centre-ville, il y a un droit de préemption qui nous a permis d'acheter un terrain pour pouvoir éventuellement y développer du logement social. Et par la suite, bien, vous avez raison, il y a cette stratégie-là qui a été annoncée en pleine campagne électorale de mettre 800 millions de dollars pour l'acquisition de terrain, mais pour y développer du logement abordable périn, il faut le préciser, parce qu'il y a une distinction entre le logement social, qui est financé par Québec, et le logement abordable périn, qui est fait en partenariat avec des promoteurs. Donc, vraiment, la Ville... Monsieur Baudry, pour terminer. Oui, pour terminer, on a une stratégie globale. Merci. Monsieur Adjali? Yes, I'll try to be quick. My second question concerns social housing on the children's site. My understanding, just from news reports, is that the city is involved in a legal dispute with the developer over the zoning of this site. And my impression, it could be wrong, is that the city may be on weak legal ground in this dispute. And anyhow, I fear, however this dispute is resolved, it will not result in social housing on this site, not the 20-story tower that we were hoping for. I also understand that there was a difference between the city and the developer as to how much he should be paid for this site, and that's why he withdrew from it. So I'd like to suggest a solution or a request that you follow this solution. And I've requested it before, but I'm going to repeat it, that you and the developer accept that the government of Quebec should appoint an impartial and independent arbitrator with an expertise in construction costs to determine what would be a fair and reasonable price to pay for this project at present. And that you and the developer agree to accept this price to pay the developer and he accepts to build it. Because otherwise, I don't see that we're ever going to get social housing on this site, and that will be a considerable loss for our community. That's my question. Will you please follow this suggestion? Thank you, Mr. Adjali. You know, over the time, you are very consistent in terms of how housing is important to you, and you're always, you always have great ideas and suggestions, and I want to salute that. That being said, with that specific site, yes, we are on legal ground, and it's never the privileged path we want to take, never. But ultimately, as an administration, we've been working with promoters who are doing a great job, with whom we talk and we agree on things, but especially, promoters that are agree with doing more social and affordable housing. And this specific site was done before we arrived, but ultimately it's more about, I am done with promoters who will not respect the rules that we are establishing to make sure that they are housing for everybody. Again, we have a great connection and great relationship with many promoters, but at one point, the city has to put its feet down and say, enough. This is not how it works. So I wish I could tell you that we can just withdraw from this process, but to be honest, we're already in it. And I know you're hearing things about maybe this is why it happened and this and that, but I definitely want to say it's not what we were hoping for, but that's what it is. And this site will have social housing, that's for sure. As promised, and exactly like the promoter agreed to do before and then change his mind. Thank you. Thank you, Mr. Hajali. Alors, la prochaine question sera posée par Madame Chantal Rivet. Donc, Madame Rivet, je vous inviterai à ouvrir votre micro et poser votre question. Merci, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bonsoir, on vous entend très bien. Parfait. Alors, l'OCPM souligne dans son rapport à la suite des audiences publiques qu'il est inhabituel qu'à cette étape de construction publique, des études sur les aspects vent, circulation, bruit et impact sur le patrimoine ne soient pas encore effectuées, puisque les résultats doivent servir à minimiser les impacts négatifs sur le voisinage. La Commission juge ces études nécessaires à l'évaluation des enjeux et elles auraient dû être effectuées en amont.
Donc, dans un premier temps, pourquoi autorise-t-on un projet sans avoir complété toutes les études d'impact? Et dans un deuxième temps, pourquoi accorder une dérogation de hauteur maximale à 45 mètres sur le côté sud de Sainte-Catherine, alors que le quartier historique comportant tous les immeubles appartenant au patrimoine et caractérisant le village Shaughnessy se trouve sur ce même côté sud et que c'est cette zone qui sera complètement écrasée par cet édifice énorme qui va créer un mur surplombant tout le village. On ne parle pas seulement d'ensoleillement de nuages, mais on va vraiment être des petits nains derrière cet édifice énorme. Je comprends qu'il faut revitaliser Sainte-Catherine, mais au détriment du village Shaughnessy, peut-être pas. Écoutez, je peux prendre une première commencer la réponse et si jamais d'autres collègues souhaitent ajouter quelque chose. Écoutez, Mme Rivet, vos questions, elles sont légitimes. Puis pour ce qui est la question de l'ensoleillement, entre autres choses, c'est vrai, dans le rapport de l'OCPM, c'était une des recommandations disant qu'il doit y avoir cette étude-là et avec raison. Donc, quand il y a un rapport de l'OCPM qui a des recommandations, c'est un processus légal rigoureux, c'est une instance indépendante. Donc, ça, c'est pas souveraine, donc c'est important de le dire. Donc, à ce moment-là, on porte ces messages-là aux promoteurs et donc les études d'ensoleillement ont été faites. Je dis d'ensoleillement, mais en général, c'est ensoleillement éolien et les impacts de circulation. Là. Tout ça sont des éléments qui sont pris en considération. Là. Ces études ont été faites. Donc, ce que je veux que vous sachiez, c'est que ce n'est pas que ça n'a pas été fait. Et par la suite, ça touche un peu la première, mais la deuxième question aussi, c'est justement, étant donné que le patrimoine est si important, vous parlez du village Shaughnessy, c'est vraiment une partie de notre patrimoine, c'est comme ça que le centre-ville se démarque. Un projet comme celui-là, oui, il y a l'OCPM, mais il est passé aussi par 4 instances différentes. Alors, je tiens à vous le dire parce qu'ultimement, moi, je ne suis pas une experte, mais on travaille avec des comités d'experts qui, eux, ont une vision globale et qui comprennent les différents enjeux. Donc, il y a bien sûr le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, ça c'est important, mais sinon, il y a le conseil du patrimoine, il y a le comité Jacques Vigée qui s'occupe du patrimoine également et l'OCPM, comme on a mentionné. Donc, ce que j'essaie de vous dire, Mme Rivet, puis je sais que ce dont vous nous parlez, c'est des préoccupations, puis elles sont tout à fait légitimes. Mais je tiens vraiment à vous dire que le processus, les règles ont été suivies pour ce projet-là. Alors, c'est vraiment dans cet esprit-là. Et si jamais, parce que tantôt, on a répondu à des questions d'une autre citoyenne avec des préoccupations, et peut-être que les informations ne sont pas tout à fait à date. Donc ça sera important de pouvoir, le rapport de l'OCPM, et je pense que vous en avez pris connaissance, il existe également les autres rapports qui ont été mis, qui sont disponibles en ligne. Et sinon, je vous invite également à discuter avec M. Sasseville, votre conseiller dans le district, qui pourra aussi peut-être transmettre cette information-là. Je sais que ça peut être parfois un peu lourd. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le conseil d'arrondissement, aujourd'hui, prend une décision basée sur des experts. Ce n'est pas une décision prise comme ça. Au contraire, c'est vraiment basé sur des gens qui nous ont accompagnés dans ce processus-là. Merci beaucoup pour votre question, Mme Rivet. Madame la maire, juste, oui, M. Sasseville? Oui, juste oui, peut-être en complément. Je connais Mme Rivet, je l'ai rencontrée. On a discuté dans les moindres détails du dossier. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand on va être rendu là, je vais intervenir à 40.01 parce qu'il y a beaucoup d'aspects de ce dossier-là qui me fatiguent. Parfait. Mais écoutez, on vous écoute rendu au 40.01. Merci. Madame Maître Roval, vous continuez? Oui. Donc, merci, Madame Rivet. Donc, maintenant, j'inviterai Monsieur Andrew Frank à ouvrir son micro. Et Monsieur Frank, vous pouvez poser votre question. Good evening. I'm new to the area. My partner and I moved here in 2020, and we found out about this development that was going on. And most of the neighbors here that we've come to know have
all seem to be perplexed because it sounds like the decision to approve this project was made without sufficient notice to the people who live in this neighborhood. And from what I understand, there was an ad or an announcement that was placed in Le Devoir, yet the majority of the residents of this area are Anglophone, and I would have thought that there would have been an effort for the announcement to be made in both languages so that people who live in the area could voice their concerns about the project. And it appears that was not the case. Was that the case? Puisqu'on est dans les processus, légaux et dans les processus en lien avec le greffe, évidemment, qui font les différentes annonces, je vais laisser Maître Rovan vous répondre. Yes, hello, Mr. Frank. So we just for a little historic background on the project, the first resolution for this project was adopted by the Borough Council on July 6th. Then there was a public notice that was also published in the newspaper. It was Le Journal de Montréal on August 7th to announce the public consultation, which is written because of the pandemic right now. So the public consultation was held from August 9th to August 23rd. And we received, I think, 8 comments and a petition with 23 signatures. And then the second project resolution was adopted by the Borough Council on November 23rd. And after that, we published, as we usually do, a public notice in the newspaper Le Devoir on November 27th. It was also published on the internet with all the documents, and we also publish it at the offices of the borough. So from November 27th to December 6th, any interested person could ask to hold a referendum process. We did not receive any requests for that. So the process was really respected as we usually do. How would Anglophone residents of the neighborhood who pay taxes, how would they know that was the case if they're reading the 2 publications that you mentioned, which are French publications? How would you say that sufficient notice was given to the community? Je ne sais pas, Madame la mairesse, si vous souhaitez que je réponde. Oui, allez-y, Maître Rovan. It is legally required to publish a notice in a local newspaper. So we usually publish it in Le Devoir, or it could be Le Journal de Montréal, depending on the contracts that the City of Montreal have with the newspaper. We live in a bilingual city, though, and I would expect that living in a bilingual city, I mean, when I get publications from anything, from the City of Montreal or from Quebec, they come in English and French. So why wouldn't that be done in English and French? I think any reason. Excuse me, sir, I'm sorry, because I don't think Maître Rovan is a public servant, and she's answering based on the law. And first thing, we should all agree that based on our laws here in Montreal is not a bilingual city. It is actually a francophone city, and our duty and our legal duties based on any type of publication for promoters or any types of project in general are being done in French, and then we can choose any type of newspaper, and often it's one newspaper. So it's not in both languages. It's actually one newspaper, and it's usually in French. So all I'm trying to say here, and I can hear that you feel like you haven't had the information. So I hear that, but I would like to distance it from the legal frame of the City of Montreal when it comes to publishing and having the obligation to publish
in one newspaper. That's our obligation, that type of project. That being said, and again, you have your local city councilor, and if there's everything that can be shared around what have been done, but there's been 4 committees from heritage to OCPM, and all the process have been well followed. So I don't want to minimize how you're feeling right now, but we did follow the rules based on the big book of the City of Montreal. Let's put it this way. Thank you. Oh. Thank you, Mr. Frank. Donc, normalement, donc la prochaine question verbale aurait été posée par Monsieur Frédéric Agrapard. Cependant, elle concerne également l'îlot de Sainte-Catherine et c'est la 4e question sur le sujet. Donc, conformément au règlement de régie interne du Conseil, cette question ne sera pas entendue. Ce qui nous mène aux questions pour lecture. Excusez-moi, juste avant de poursuivre, en fait, souhaitez-vous prolonger la période de questions? Oui, Maître Rovan, donc proposé par M. Baudry et appuyé par M. Sasseville. Merci. Merci beaucoup. Alors, la première question pour lecture nous vient de Mme Camille Di Stefano. Est-il possible que les camions de la RCI ne passent pas entre 23 heures et 7 heures, comme convenu par la Ville de Montréal, car ce n'est pas respecté et nous sommes réveillés à 4 heures du matin 2 fois par semaine et nos plaintes ne donnent rien. Merci. Oui, merci beaucoup, Mme Di Stefano, pour la question. C'est la 2e question sur le bruit, d'ailleurs, ce soir. Là. Donc, je tiens vraiment à mentionner qu'on a une sensibilité très, très, très importante là, quant à cet enjeu-là. Puis, on a vraiment la volonté là, de s'y pencher dans le cadre de ce mandat-là pour avoir vraiment une vision plus systémique des enjeux et pouvoir y trouver là, des solutions, faire évoluer notre règlement. Ce qu'il faut savoir là, dans ce que vous mentionnez, c'est que les collectes publiques sont réglementées par un règlement là, qui font en sorte que, bien entendu, ce n'est pas la nuit, mais il y a certaines collectes privées là, qui se font de nuit. Donc, peut-être qu'on pourra là, échanger plus avant à ce sujet, mais je veux juste réitérer le fait là, qu'on comprend qu'il y a plusieurs enjeux là, entourant le bruit. Ce sont des enjeux complexes et sont proviennent de différentes problématiques, mais on veut vraiment, vraiment s'y attarder. Donc, si vous souhaitez qu'on échange plus avant là, sur cet enjeu-là, ça va me faire bien plaisir. Vous pouvez toujours m'écrire un courriel, puis on pourra se prévoir un rendez-vous téléphonique avec grand plaisir. Donc, merci, bonne soirée. La prochaine question est posée par Mme Isabelle Rodino. Bonjour. De nombreux immeubles sont en construction dans Sainte-Marie. Ceci va emmener des milliers de nouveaux habitants dans le district et pourtant nous manquons cruellement de services tels que fruiterie, maraîchers, cafés, restaurants, SAQ, etc. Ce coin de Ville-Marie est un désert alimentaire et pourtant les locaux vides ne manquent pas. J'imagine que la Ville est au courant de cette problématique. Sophie Mauserol peut le constater quotidiennement. Est-ce que vous avez prévu de mettre en place des incitatifs divers pour que des commerces viennent s'installer? Que pense faire la Ville pour pallier à cela? Merci. Oui, merci beaucoup pour la question. Puis effectivement, c'est vrai que dans les prochaines années, là, il y a plusieurs nouveaux développements qui vont atterrir sur notre territoire en amenant de nouvelles personnes, mais aussi, nous l'espérons, de nouveaux commerces. Plusieurs de ces projets-là prévoient des rez-de-chaussée à vocation commerciale. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de commerces de proximité, de commerces orientés vers l'alimentation dans le secteur. Ceci dit, ça ne réglera pas tout et vous avez raison de vous préoccuper de la question des locaux vacants. Et c'est pourquoi là, nous y travaillons activement. On va d'ailleurs voter là, dès ce soir 1 million supplémentaire en 2022 pour pouvoir soutenir là, la mise sur pied de projets pilotes pour pallier à ces vacances de locaux-là, que ce soit via des pop-up shops, via des vitrines pour nos artisans. Il y a beaucoup d'artistes aussi dans le secteur, des marchés de produits frais. Donc, on y travaille. Il y a du nouvel argent qui sera là et qui pourra soutenir là, tant les SDC que les associations de commerçants, mais aussi les secteurs où il n'y a pas là, de SDC. Donc, on y travaille et on espère bien là, dans la prochaine année pouvoir voir le fruit de ces efforts-là. Puis, si jamais vous avez des suggestions, ça nous fera bien plaisir de les entendre aussi. Donc, merci pour la question. Puis, on espère pouvoir avoir des résultats à cet égard-là dans les prochains mois. Merci, au revoir.
Nous avons maintenant une question de Madame Maryse Chapdelaine de la table de quartier Peter McGill. Dans le contexte de la judiciarisation du dossier du logement social aux Children, est-ce que l'arrondissement accepterait de faire appel à un expert indépendant qui fixerait le prix à payer pour la construction du projet et s'engager à payer le prix fixé afin d'avoir une construction in situ de logements sociaux? Considérant que depuis que la Ville a ciblé 13 lots dans Peter McGill afin de faire usage du droit de préemption, 2 de ceux-ci ont été vendus sans que la Ville fasse une offre. Combien de 800 millions promis pour le logement social seront réellement investis dans le district Peter McGill pour la construction de logements sociaux? Merci beaucoup, Mme Chapdelaine, pour votre question. Comme l'a souligné la mairesse tout à l'heure, pour ce qui entoure le volet du Children, nous ne pourrons pas leur répondre sur des questions aussi précises. Le dossier est actuellement judiciarisé, mais nous souhaitons, comme l'a réaffirmé la mairesse, d'avoir du logement social dans ce secteur-là. Bien entendu, pour nous, c'est un engagement. Pour ce qui est de vos autres questions sur les droits de préemption, je suis un peu surpris d'entendre que 2 lots ont été vendus parce que j'ai revérifié au niveau des droits de préemption. Et il n'y a pas encore de lots qui ont eu une demande de préemption au niveau de Peter McGill, mais vous pourriez nous contacter pour qu'on puisse en parler un peu plus. Mais sachez qu'on met énormément d'énergie dans ce secteur-là, justement, et c'est pour cette raison-là qu'on a déployé le droit de préemption dans le secteur de Peter McGill en particulier pour y développer du logement social. Donc, on va travailler, comme j'ai dit tout à l'heure à M. Ajali, par une multitude de stratégies, que ce soit des acquisitions de gré à gré, des droits de préemption, ou de l'acquisition de terrain via le règlement pour le métropole mix. Merci pour votre question. La prochaine question est posée par M. Tyler Andrews. I'd like to know why the SPVM is moving towards unnecessarily large, expensive, and polluting SUVs as their primary vehicle, and why the city is allowing this in the face of rapid climate change. I'd also like to know why there are not police foot patrols in the village where it is badly needed to demonstrate at least a presence. Living here, it feels like a free-for-all all the time, and I rarely see any police presence. Thank you for your question, Mr. Andrew. First of all, for your question about the presence of police officer, I can assure you that we work with both Poste de Quartier, and they are a presence of police officer in the village, in this sector in particular, but not only police officer, we also hire social worker with la Société de développement social de Ville-Marie, and also we have some agents d'accueil who have a presence in the territory of la Société de développement commercial. So there's a lot of presence in the village actually, and we work with both of the SPVM Poste de Quartier. For the SUV, that's a consideration that we have, and we work with the SPVM about that because you know that we have a stratégie d'électrification des transports, and our strategy is to try to reduce most of the vehicles that we have at the City of Montreal, but also with our partner. But the SPVM have some criteria to respond when they chase another automobile. They need to have efficiency, and actually there's some electric cars who don't respond to this kind of efficiency. So we work with the SPVM, but really with the transfer écologique and the stratégie d'électrification des transports, we want to get that as soon as possible. Thank you for your question. La prochaine question aurait été posée par M. Graham Singh, mais elle porte également, c'est la 5e question sur le projet de l'îlot Sainte-Catherine, donc elle ne sera pas entendue. La prochaine question posée par Mme Charman Yanel Massy est également la 6e question sur le projet de l'îlot Sainte-Catherine, donc elle ne sera pas lue ce soir. Et finalement, la dernière question posée par M. Danny Séguin. Bonjour. En 2016, j'ai investi mes économies en plus de contracter un prêt qui n'est pas remboursé pour l'achat d'un permis de calèche au coût de 50 000 $ en toute légalité et approuvé par l'administration en place à l'époque en 2019. Vous avez retiré ce permis, alors pourquoi ne voulez-vous pas me rembourser ce permis qui, je vous le rappelle, a été acquis en règle
avec la réglementation en vigueur à l'époque. Il serait donc normal que vous nous remboursiez le coût du permis, car je vous le rappelle, il s'agit de mes économies durement gagnées. Bien à vous, Dany Séguin. Oui, bonsoir, Monsieur Séguin. Merci de votre question. Alors, évidemment, on comprend vos préoccupations et la situation dans laquelle vous vous trouvez. Sachez néanmoins que la décision qui a été prise en 2018 prévoit la prise en charge des chevaux pour racheter les chevaux avec une compensation de $1 000. Et ça a été offert aux conducteurs. Madame Cournol, Madame Afan Cournol. Cependant, il y a un remboursement des investissements. Alia, excuse-moi, on entend très, c'est comme, le son est très assuré. Est-ce que tu voudrais peut-être fermer ta caméra, comme ça on va bien t'entendre? Ouais, peut-être parfait. que, voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, vraiment. On t'écoute. Bon. Désolée pour la connexion instable. Donc, cependant, il n'y a pas de remboursement des investissements et du permis d'opération de cocher. Il y a des mesures qui ont été mises en place pour faciliter la transition, comme un accompagnement auprès d'Emploi Québec, parce qu'on est bien évidemment au courant que cela prévoit des réorientations de carrière. Donc, on vous remercie pour votre question, Monsieur Séguin. Et Madame la mairesse, ça fait le tour des questions reçues pour le conseil de ce soir. Merci beaucoup, Maître Revan. Et ça nous amène à ce moment-ci à la période de questions des membres du conseil et le 10.06. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça nous amène au point 10.07. Et à ce moment-ci, bien, Maître Revan, je vous laisse prendre à nouveau la parole. Et pour l'ensemble des points, ce sera proposé par M. Baudry et appuyé par M. Sazelin. Maître Revan?